Là, en ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe dans ta poitrine. Une sorte de pression juste là, 3 doigts sous le sternum, comme si quelqu'un avait posé une pierre à l'intérieur de toi sans te demander la permission. Tu la connais, cette pierre. Elle est là depuis longtemps et il y a une raison pour laquelle elle ne disparaît pas, une raison profonde, presque secrète, et cette raison n'a rien à voir avec ce que tu crois. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es condamné à rester seul, et ce n'est surtout pas parce que le monde t'a oublié. Même si certains soirs, quand le silence devient trop lourd, cette pensée s'installe derrière les yeux, là où la journée s'accumule comme une poussière que personne ne balaye. Il y a quelque chose que la solitude fait à l'être humain, quelque chose que la psychiatrie mesure et que la philosophie contemple depuis des siècles, et c'est ceci. Elle te convainc doucement, presque tendrement, que tu mérites d'être seul. Et c'est le mensonge le plus dangereux qui soit. Imagine une soirée ordinaire, pas une soirée de drame, pas une catastrophe visible. Juste une mardi soir, la lumière artificielle de l'écran dans une pièce trop silencieuse. Une assiette réchauffée au micro-ondes, parce que cuisiner pour une seule personne exige une forme de courage que l'on ne nomme jamais. Le téléphone posé à côté, pas de notification de nouvelles, ou peut-être quelques-unes, mais aucune qui compte vraiment. Tu fais défiler quelque chose sur cet écran, des images de vie qui semblent plus habitées que la tienne, des sourires qui semblent plus réels que les tiens, et tu n'es pas triste à proprement parler. Tu es absent. Tu es là sans y être. Et cette absence à toi-même, cette façon d'occuper l'espace comme un fantôme de ta propre existence, c'est peut-être la forme la plus subtile et la plus cruelle de la souffrance humaine. Christophe André l'a dit souvent, avec cette douceur qui lui est propre. La solitude la plus difficile à soigner n'est pas celle que l'on ressent quand on est seul dans une pièce vide. C'est celle que l'on ressent quand on est entouré de gens et que l'on se sent quand même invisible. Tu te reconnais là-dedans? Oui, oui. Bien sûr que tu te reconnais, parce que cette expérience est universelle, même si elle sévit dans le silence le plus privé. Et puisque tu es là, puisque quelque chose en toi a cherché ces mots aujourd'hui, laisse cette communauté qui grandit ici devenir une partie de ton chemin. Si tu trouves dans ce que tu écoutes un écho à ce que tu vis, abonne-toi. Pas pour les chiffres, non. Mais parce que revenir régulièrement à ces conversations, c'est déjà une forme de soin. Et dis-nous dans les commentaires. À quel moment de ta vie la solitude t'a-t-elle surpris là où tu ne l'attendais pas? Ces témoignages ont une valeur que même la meilleure thérapie ne peut pas toujours offrir. Le sentiment de ne pas être le seul. Mais revenons à toi. Revenons à cette pierre dans ta poitrine. Parce qu'il y a quelque chose d'urgent à comprendre. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas avant qu'il soit trop tard. La solitude non traitée, la solitude à laquelle on s'habitue, la solitude que l'on commence à confondre avec son identité. Cette solitude-là n'est pas statique, elle évolue, elle grossit. Et elle ne grossit pas silencieusement, elle commence à modifier la façon dont tu perçois chaque interaction, chaque regard, chaque geste de l'autre. Voilà le vrai danger, et c'est ici qu'il faut être honnête, même si l'honnêteté fait parfois l'effet d'une eau froide sur une brûlure. Si tu ne changes rien aujourd'hui, si tu continues à traverser les jours avec cette conviction sourde que la connexion avec les autres n'est pas pour toi, quelque chose va s'y passer. Pas demain peut-être, pas la semaine prochaine, mais le processus est déjà en cours. Le cerveau humain, soumis à un isolement prolongé, commence à interpréter les signaux sociaux de manière déformée. Une blague devient une moquerie. Une distance devient un rejet. Un silence devient une preuve que tu n'as pas de valeur. Et chaque fausse interprétation renforce la conviction de départ. Personne ne m'aime vraiment. Il vaut mieux rester seul. Tu vois la spirale? Tu vois comment elle se referme sur elle-même, lentement, avec une efficacité presque mathématique. La psychiatrie a un nom pour ce mécanisme. Le biais de confirmation négatif associé à l'isolement social chronique. Mais les noms importent un peu. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens au niveau du corps, une légère contraction derrière, les épaules quand quelqu'un t'appelle, une réticence qui a l'air de la fatigue, mais qui est en réalité de la peur. La peur de décevoir encore, la peur d'être vu de trop près. Et pendant que cette spirale s'installe en toi, quelque chose d'autre s'est passé.
quelque chose que l'on ne dit pas assez. Les gens autour de toi souffrent aussi. Oui, oui. Les gens qui t'aiment, les quelques-uns qui sont encore là, qui frappent encore à ta porte, même si tu n'ouvres plus vraiment, ils vivent quelque chose de difficile. Parce que l'absence émotionnelle d'une personne aimée crée une douleur très particulière. Ce n'est pas le deuil, car la personne est vivante. Ce n'est pas la colère, car elle comprend que tu souffres. C'est une forme de deuil paradoxal. Perdre quelqu'un qui est encore là, et ne pas savoir quoi faire de cette perte. Christophe André se souvient d'un patient. Il l'appellera Thomas, un homme d'une cinquantaine d'années, ingénieur, précis dans ses mots, qui est entré dans son cabinet un après-midi d'automne avec une phrase que l'on n'oublie pas, docteur, ma fille m'a dit hier que j'étais devenu un inconnu, pas un étranger, un inconnu, comme si je n'avais jamais vraiment existé pour elle. Thomas regardait un point fixe sur le mur, derrière l'épaule, avec ses yeux qui ne cherchent plus à être vus. Et dans ce cabinet qui sentait la pluie froide sur les vitres, il a fallu plusieurs séances pour comprendre ce qui s'était passé. Thomas n'avait pas voulu s'éloigner de sa fille. Il avait voulu la protéger de sa propre tristesse. Et en croyant la protéger, il s'était rendu invisible à elle. Voilà l'ironie cruelle, et si douce en même temps, de notre façon humaine de gérer la douleur. Nous nous retirons pour ne pas blesser. Et notre retrait blesse plus profondément que n'importe quelle présence imparfaite. Le problème, tu vois, est qu'il y a dans la solitude choisie, dans cet isolement progressif que l'on s'inflige avec les meilleures intentions du monde, une forme de confort trompeur. C'est chaud au début, presque douillet. On n'a plus à gérer les attentes des autres. On n'a plus à sourire quand on n'en a pas envie. On n'a plus à expliquer pourquoi on est fatigué ou pourquoi certaines choses font si mal. On se dit « je me repose, je prends soin de moi, je m'accorde du temps ». Et c'est là que réside le piège le plus élégant que la psyché humaine ait jamais conçu. Parce que cette solitude-là, cette solitude que l'on confond avec de l'autonomie, avec de la force, avec une forme d'ascèse moderne est très bien adaptée à notre époque de surconnexion et de bruit permanent. Cette solitude-là est en train de te préparer quelque chose. Elle est en train de rendre ton cœur progressivement moins perméable à la tendresse. Elle est en train de te faire croire que tu n'as besoin de personne et elle le fait si lentement, si délicatement que tu ne t'en aperçois pas. Et sais-tu ce qui vient après? Après vient l'amertume. Et l'amertume est une chose très sérieuse, plus sérieuse qu'une dépression aiguë à certains égards, parce qu'elle ne crie pas. Elle ne pleure pas dans le noir. Elle s'installe comme un vernis sur les choses. Elle donne à tout un aspect légèrement chauni, légèrement terne, légèrement déchavu. Les joies semblaient moins réelles. Les autres semblaient moins sincères. Et toi-même, tu commences à te percevoir avec cette même ironie froide avec laquelle tu regardes désormais le monde. Pourquoi essayer? À quoi ça sert? C'est ici, précisément ici, que la solitude chronique bascule vers quelque chose que la psychiatrie reconnaît comme un terrain fertile pour la dépression structurelle. Non plus une tristesse passagère, non plus un coup de blues, mais une réorganisation profonde de la façon dont le cerveau traite la récompense, la motivation, le plaisir. Et là, il faut l'entendre clairement, si tu ne prends pas soin de ce qui s'est passé en toi maintenant, le chemin du retour devient chaque jour un peu plus long. Pas impossible, jamais impossible, mais plus long, plus difficile, plus coûteux en énergie, et tu n'as déjà plus beaucoup d'énergie à dépenser. Mais attends, parce qu'il y a encore quelque chose que l'on n'a pas dit, quelque chose qui se passe au-delà de toi, dans le tissu de tes relations, dans la vie de ceux qui t'aiment de loin maintenant. Quand une personne s'enfonce dans l'isolement, quand elle devient progressivement une absence, les gens autour d'elle ne restent pas neutres. Ils essaient d'abord, ils appellent, ils proposent, ils s'inquiètent. Et puis, parce qu'ils sont humains, eux aussi, parce qu'ils ont leur propre peur et leur propre fatigue, ils commencent à interpréter ton silence comme un message. Ils se disent « peut-être qu'il n'a pas envie de me voir. Peut-être que je lui pèse. Peut-être que je lui fais du mal sans le savoir. » Et doucement, avec toute la bonne volonté du monde, il recule. Il te laisse l'espace que tu sembles réclamer. Et toi, tu interprètes ce recul comme une confirmation. Tu vois, je n'ai d'importance pour personne. Je savais bien qu'au fond, il s'en foutait.
Et c'est là que le mensonge se boucle sur lui-même, parfait, implacable et absolument faux. Parce que ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ne savent plus comment te rejoindre. Il y a une différence énorme entre ces deux choses, et pourtant dans l'état où tu es, elles semblent identiques. Tu vois comment ta propre souffrance finit par construire les murs qu'elle redoute le plus. Et en même temps, et c'est là que la pensée se retourne sur elle-même comme une clé dans une serrure, cette capacité à souffrir, cette sensibilité intense qui te rend si vulnérable à la solitude, c'est exactement la même capacité qui ferait de toi quelqu'un d'exceptionnellement présent pour les autres, si tu choisissais de l'orienter différemment. Le problème n'est jamais la profondeur de ce que tu ressens. Le problème est la direction dans laquelle tu l'envoies. Alors parlons de ce qui peut changer. Parlons de ce que Christophe André appelle, avec cette façon qu'il a de rendre le sérieux accessible et le complexe presque évident, le travail de soi vers soi. Ce n'est pas de la thérapie au sens où on l'entend parfois, quelque chose de formel, de difficile, de réservé à ceux qui vont vraiment mal. C'est quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus humble, et paradoxalement de beaucoup plus efficace. La première chose, et c'est une chose très simple que l'on complexifie toujours à tort, c'est d'apprendre à se battre pour soi-même, seul, dans le silence, avant que les autres arrivent, ou même si les autres n'arrivent pas. Et voilà ce que cela signifie concrètement. Chaque matin, avant de regarder l'écran, avant de lire les nouvelles de ce monde magnifiquement dysfonctionnel qui se réveille avec une crise existentielle nouvelle chaque 24 heures, il y a quelque chose à faire. Quelque chose de radical dans sa simplicité, poser la main sur la poitrine. Oui, vraiment. La main à plat, juste au-dessus de ses points 3 doigts, sous le sternum dont on a parlé au début. Et demander, sans attendre de réponse parfaite, comment je vais, vraiment, pas comment tu devrais aller, pas comment tu aimerais aller, pas la version présentable de ton état intérieur. Comment tu vas toi maintenant dans ce corps qui a dormi cette nuit et qui se réveille avec ses propres informations? C'est ce que la pleine conscience appelle le scan somatique, mais il n'est pas nécessaire de lui donner un nom pour le pratiquer. C'est simplement écouter le corps comme on écouterait un ami fidèle qui ne ment jamais, mais que l'on consulte rarement. La tension dans les mâchoires, la légèreté ou la lourdeur des paupières. La qualité de la respiration est-elle haute dans les clavicules, signe d'un stress qui n'a pas eu le droit de s'édirer la nuit précédente, ou est-elle basse, dans le ventre, signe que quelque chose s'est reposé pour de vrai. Ce moment-là, cette pause de 30 secondes au réveil, n'est pas une méditation au sens formel du terme. C'est un acte de fidélité à soi-même. Et dans l'économie émotionnelle d'une journée, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit, parce qu'il dit « je compte pour moi, je mérite d'être consulté ». Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Et c'est quelque chose que l'on n'entend pas assez dans les discours sur la résilience, qui ont souvent ce petit côté triomphaliste légèrement épuisant, de type « transforme ta douleur, un super pouvoir en 4 étapes simples ». Non, non, non. La vraie résilience, celle que Christophe André a observée dans son cabinet pendant des décennies, ne ressemble pas à ça. Elle ressemble à Thomas, cet ingénieur au regard fixe, qui en mardi matin, quelconque a simplement appelé sa fille pour lui dire « Je sais que j'ai été absent. Je ne sais pas encore comment revenir, mais je voudrais essayer. » Ce n'était pas un discours, ce n'était pas une réconciliation dramatique, c'était une phrase, une seule, tremblante, imparfaite, prononcée avec une voix qui n'emmenait pas large. Et sa fille avait répondu « Papa, j'attendais juste que tu m'appelles. » La résilience ne commence pas dans un moment de force. Elle commence dans un moment de vérité. Et toi, quelle vérité tu évites depuis trop longtemps? Voilà une question qui mérite de rester ouverte au moment, qui mérite de vibrer dans l'air plutôt que d'être immédiatement refermée par une réponse confortable. Parce que la tendance de l'esprit humain, quand il a mal, c'est d'accélérer, de passer à autre chose, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester dans l'inconfort de la question. Et c'est précisément ce réflexe-là qu'il s'agit de désamorcer. La deuxième pratique, plus concrète encore, c'est ce que l'on pourrait appeler la règle des 5 minutes connectées. Et ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une injonction à sortir, à appeler des amis, à rejoindre des groupes de soutien. Non.
C'est quelque chose de beaucoup plus petit et donc de beaucoup plus faisable. C'est simplement décider que chaque jour, pendant 5 minutes, tu seras entièrement présent à un autre être vivant. Cela peut être un voisin dans l'escalier à qui tu prends le temps de demander vraiment comment il va. Cela peut être quelqu'un dans une file d'attente à qui tu souris. Pas le sourire automatique que l'on fait pour être poli. Le vrai sourire, celui qui vient du dessous des yeux. Cela peut être pour ceux qui vivent seuls et qui trouvent même cette perspective difficile, un animal, une plante, quelque chose de vivant à qui tu accordes une attention complète. Pourquoi 5 minutes? Parce que 5 minutes, ce n'est pas intimidant. 5 minutes ne déclenchons pas le mécanisme d'évitement que déclenche une ambition trop grande. Et pourtant, 5 minutes de connexion réelle par jour, pratiquées avec intention, avec constance, changent quelque chose dans le cerveau, quelque chose de mesurable. Des études en neurosciences sociales le confirment. Des interactions brèves mais qualitatives activent les mêmes circuits de récompense que des interactions longues. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de présence. Et c'est bien là l'ironie magnifique de notre époque connectée. Nous passons des heures en contact avec des centaines de personnes via des écrans, et pourtant nous pouvons traverser une journée entière sans avoir eu seul vrai moment de connexion humaine. La quantité de contacts a explosé. La qualité s'est effondrée. Et notre cerveau, qui est un organe social d'une sophistication vertigineuse façonnée par des centaines de milliers d'années d'évolution, ne se laisse pas duper. Il sait reconnaître la vraie présence de l'imitation de la présence. Et quand il ne reçoit que des imitations, il enregistre une dette. Une dette qui, accumulée jour après jour, produit exactement ce sentiment que tu connais, peut-être être connecté et se sentir plus seul qu'avant. La troisième pratique est sans doute la plus difficile et en même temps celle qui a le plus grand pouvoir de transformation. Elle s'appelle l'autocompassion et il faut tout de suite déminer le terrain parce que ce mot fait peur. Il évoque quelque chose de narcissique ou de faible ou de complaisant. On confond l'autocompassion avec la pitié de soi et c'est une erreur considérable. La pitié de soi dit « Regarde comme je souffre, comme c'est injuste, comme je mérite mieux ». Elle se ferme sur la douleur et l'amplifie. L'autocompassion dit quelque chose de profondément différent. Elle dit « Je souffre, oui, et cette souffrance est réelle, et je ne suis pas le seul être humain sur Terre à souffrir de cette façon. Et je mérite envers moi-même la même gentillesse que je donnerais à quelqu'un que j'aime. » Cette dernière partie est la clé. La même gentillesse que tu donnerais à quelqu'un que j'aime. Quand un ami vient te voir en larmes parce qu'il se sent seul, parce qu'il a l'impression que rien ne vaut la peine, parce qu'il doute de sa valeur, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis « C'est de ta faute, tu aurais dû faire mieux, arrête de te plaindre ». Non, bien sûr que non, tu lui offres de la chaleur, de la présence, une écoute sans condition. Et toi, est-ce que tu t'accordes parfois cette même qualité d'accueil? Bueno, mejor dicho, la vraie question est pourquoi est-ce si difficile de se donner à soi-même ce que l'on donnerait sans hésiter aux autres? Et la réponse souvent tient en une phrase que Christophe André a entendue dans 1000 variations différentes dans son cabinet. Parce que les autres le méritent et que moi, je n'en suis pas sûr. Et c'est ici, exactement ici, dans ce tout petit espace entre je le mérite et je n'en suis pas sûr, que se joue toute la question de la résilience, toute la question de la capacité à se battre pour soi, seul, sans attendre que quelqu'un vienne sauver ce que l'on peut sauver soi-même. La pratique concrète de l'autocompassion commence par une phrase, une seule, intérieure, murmurée dans la tête avec la même douceur que l'on utiliserait pour bercer quelqu'un. En voici une qui fonctionne et que beaucoup trouvent difficile à se dire la première fois parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que la culture de la performance nous a appris. C'est difficile en ce moment. C'est vraiment difficile. Et c'est normal que ce soit difficile. Et je suis là avec moi. Je suis là avec moi. 4 mots qui disent « Je ne t'abandonne pas à ta douleur. Je reste ». Tu réalises à quel point nous sommes rarement présents à nous-mêmes de cette façon. Parce que notre mode par défaut, quand la douleur arrive, est soit de fuir, soit de nous battre contre elle.
soit l'évitement, les écrans, la nourriture, le bruit, l'occupation permanente, soit la lutte, les ruminations, les reproches, l'analyser sans fin de ce qui n'aurait pas dû arriver. Ces deux stratégies ont un point commun. Elles ne permettent pas à la douleur d'être simplement ce qu'elle est, une visite temporaire dans un corps qui la traverse. La pleine conscience, telle que Christophe André la pratique et l'enseigne, ne demande pas de supprimer la douleur. Elle demande quelque chose d'apparemment beaucoup plus simple et en réalité beaucoup plus radical. La laisser être là, sans s'y identifier. Ressentir la tristesse sans devenir la tristesse. Sentir la solitude sans conclure qu'elle est permanente. Et c'est ici que l'on revient à ce mystère que l'on a ouvert au début. Cette raison profonde pour laquelle la pierre ne disparaît pas, cette raison qui n'a rien à voir avec ce que tu crois. La raison pour laquelle la solitude s'installe et résiste, la vraie raison, n'est pas un manque d'amis, ni un caractère difficile, ni une malchance relationnelle, ni même un traumatisme passé, même si tous ces éléments jouent un rôle. La vraie raison, celle que l'on découvre presque toujours en thérapie, après avoir épluché plusieurs couches d'explications, c'est une conviction fondamentale, souvent inconsciente, qui dit « si les gens me connaissaient, vraiment ils partiraient ». Si, cette conviction-là, tu la reconnais peut-être, pas comme une pensée claire et articulée, plutôt comme un fond sonore, un murmure constant, une coloration particulière que prennent toutes les interactions sociales. Un léger doute qui se glisse entre toi et l'autre et qui dit « Est-ce qu'il m'accepterait si je montrais ce qui est vraiment là, derrière la façade ?» Et parce que la réponse à cette question fait peur, parce que la possibilité du rejet est insupportable, on ne montre rien. On garde le vrai moi en réserve. On offre une version curatée, polie, socialement acceptable de soi-même. Et ensuite, on se plaint de ne pas être vraiment vous. Au mas-bien, on ne se plaint même pas. On accepte cette invisibilité avec une résignation tranquille et on appelle ça de l'indépendance. Mais voilà ce que cela coûte. Chaque fois que tu caches quelque chose de vrai pour protéger la relation, tu éloignes aussi la possibilité d'une vraie relation. C'est le paradoxe fondamental de l'intimité humaine. On ne peut être vraiment aimé que si on se laisse vraiment voir, et se laisser vraiment voir implique d'accepter la possibilité de ne pas être aimé. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de technique qui permette d'avoir l'intimité sans la vulnérabilité. Et c'est là que la vraie bataille commence. La bataille que personne ne peut mener à ta place. Celle que tu dois apprendre à mener seul dans le silence de ta propre intériorité avant de pouvoir la mener autrement dans tes relations. Alors voilà ce que cela ressemble, concrètement, quand on commence à se battre pour soi. C'est remarquer, un soir, que l'envie de ne pas répondre à un message est en réalité de la peur déguisée et fatigue. Et décider, peut-être pas toujours, mais parfois de répondre quand même. Pas avec une grande déclaration, pas avec une explication de sa vie, juste avec quelque chose de vrai. Une phrase courte qui dit ce qui est là. Je ne suis pas au mieux en ce moment, mais je suis content que tu m'aies écrit. C'est aussi simple que ça, et aussi difficile que ça. C'est remarquer, dans une conversation, le moment où l'on commence à se retirer, où quelque chose derrière les yeux s'éteint légèrement, où l'on continue à sourire, mais on n'est plus là. Et avoir la curiosité, plutôt que la honte, de se demander « Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui m'a fait partir ?» Cette curiosité intérieure, cette façon de se regarder fonctionner sans jugement immédiat, est l'un des outils les plus puissants que la pleine conscience offre. Et ce n'est pas une capacité réservée aux méditants expérimentés ou aux thérapeutes. C'est une capacité que tout être humain peut développer à condition de pratiquer quelque chose qui est devenu presque subversif dans notre époque. Rester avec soi-même sans immédiatement remplir le vide. Et ici, une question s'impose. Quand as-tu passé la dernière fois 15 minutes dans le silence, sans écran, sans musique, sans podcast, sans conversation, simplement avec ce qui s'est passé en toi, pas pour méditer au sens formel, pas pour accomplir quelque chose. Juste pour être là, avec toi, comme on serait avec quelqu'un que l'on aime et à qui on n'a rien à prouver. Parce que c'est ça, au fond, apprendre à se battre seul
Ce n'est pas l'autosuffisance héroïque que la culture contemporaine vénère avec un enthousiasme légèrement comique. Ce n'est pas devenir une île imprégnable que les difficultés de la vie viennent frapper sans jamais pénétrer. Cette image-là est belle pour les mêmes motivationnels et parfaitement inutile dans la vraie vie. Apprendre à se battre seul, c'est construire une relation avec soi-même qui soit suffisamment solide pour ne pas dépendre entièrement de la validation externe. C'est développer une forme d'amitié intérieure, cette présence à soi que les stoïciens appelaient Desha, la citadelle intérieure, et que la psychiatrie contemporaine reconnaît comme l'un des meilleurs prédicteurs de la Résilience. Parce que voilà ce que l'on observe avec constance sur des décennies de travail clinique. Les personnes qui traversent les épreuves les plus difficiles sans s'effondrer ne sont pas celles qui n'ont jamais des doutes. Ce ne sont pas celles qui sont toujours entourées, ce ne sont pas celles qui ont une vie parfaitement équilibrée. Ce sont celles qui ont développé, souvent à travers des difficultés précédentes, une capacité à rester en contact avec elles-mêmes, même quand tout s'effondre autour. Une façon de se dire, c'est difficile, mais je suis encore là, et je connais le chemin pour revenir à moi. Et voilà ce qui est beau et un peu amusant aussi dans l'absurdité bienveillante de tout cela. Nous vivons dans une civilisation qui a mis au point des outils d'une complexité époustouflante pour à peu près tout, pour voyager dans l'espace, pour séquencer le génome humain, pour livrer une pizza en 30 minutes. Et pourtant, nous n'enseignons presque jamais à nos enfants, ni à nous-mêmes, la compétence la plus fondamentale de toutes, rester avec soi-même dans les moments difficiles sans fuir, sans se punir, sans se perdre. Nous sommes technologiquement avancés et émotionnellement débutants. Et c'est là, dans cet écart vertigineux, que naît une grande partie de la solitude moderne, qui redessire, ce n'est pas une condamnation, c'est une observation. Et une observation peut toujours devenir un point de départ. Alors revenons une dernière fois à cette pierre dans la poitrine. Parce qu'il est temps, maintenant, de lui donner une autre signification que celle qu'elle a peut-être portée jusqu'ici. Cette pierre, cette pression, cette densité que tu ressens parfois juste sous le sternum, ce n'est pas la preuve que tu es seul pour toujours. Ce n'est pas la marque d'un destin solitaire gravé dans le marbre. C'est le signal d'une partie de toi qui cherche quelque chose, qui cherche à être entendue, à être reconnue, à être traitée avec la même attention et la même tendresse que tu accordes parfois aux autres. Et cette partie-là, elle n'a pas besoin d'un grand geste, elle n'a pas besoin d'une révolution, elle a besoin d'un tout petit geste répété chaque jour avec une constance tranquille. Un geste qui dit « je suis là, je t'entends, tu n'es pas seul avec moi ». La quatrième pratique que Christophe André propose, et c'est celle qui surprend souvent par sa simplicité presque enfantine, c'est ce qu'il appelle la lettre à soi-même. Non pas un journal intime au sens classique du terme, non pas une liste de gratitude forcée que l'on remplit avec l'enthousiasme décroissant d'une nouvelle année, mais une vraie lettre. Écrite à la main, si possible, parce que l'écriture manuscrite engage le corps différemment du clavier, parce qu'elle est plus lente et que cette lenteur elle-même est une forme de présence. Une lettre adressée à toi comme si tu t'adressais à quelqu'un que tu aimes et qui traverse exactement ce que tu traverses, avec la même douceur, le même non-jugement, la même volonté d'aider sans condition. Et dans cette lettre, on ne cherche pas de solution, on ne liste pas des objectifs. On dit simplement ce qui est là. Je sais que tu te sens seul. Je sais que certains jours, le simple fait de traverser les heures demande un courage que personne ne reconnaît. Je sais que tu as parfois l'impression que les efforts que tu fais ne servent à rien, que les liens que tu essayes de maintenir s'effritent quand même. Je sais tout ça. Et je veux te dire que tout ça ne dit rien de ta valeur. Ça dit seulement que tu es sous-main et que certaines périodes sont plus difficiles que d'autres, et que tu traverses l'une d'elles en ce moment. Ce type d'exercice, pratiqué régulièrement, produit quelque chose que la recherche en psychologie positive a documenté de façon rigoureuse. Une réduction significative de l'autocritique, une augmentation de la flexibilité émotionnelle et paradoxalement une meilleure capacité à se connecter aux autres parce que quelqu'un qui se traite avec douceur finit par traiter les autres avec une douceur similaire. La bienveillance, comme la toxicité, est contagieuse. Elle commence toujours par quelqu'un.
Pourquoi ne pas décider que ce quelqu'un-là aujourd'hui, c'est toi? Et puis, il y a une cinquième chose, peut-être la plus importante et de toutes, et c'est quelque chose que l'on n'a pas encore nommé directement même si tout dans ce que l'on a dit converge. C'est la question du sens. Parce que la solitude, la vraie solitude, celle qui fait mal au niveau de ces quelques centimètres derrière, le sternum, n'est pas uniquement un problème de connexion sociale. Elle est souvent un problème de sens. Quand la vie a du sens, quand on s'élève le matin avec l'impression que ce que l'on fait, même si c'est petit, même si c'est imparfait, contribue à quelque chose qui nous dépasse. La solitude change de nature, elle reste. Elle peut même être choisie, cultivée, aimée. Mais elle ne fait plus le même mal. Les philosophes l'ont dit avant les psychiatres. Viktor Frankl, qui a survécu à l'horreur des camps de concentration et qui en a tiré une psychologie de la signification, disait quelque chose d'une vérité absolue. Celui qui a honte, pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et l'ironie de notre époque, douce et un peu triste à la fois, c'est que nous avons plus de confort matériel qu'aucune génération précédente, et en même temps une crise de sens sans précédent. Nous savons comment obtenir à peu près tout ce dont nous avons besoin en termes de nourriture, de chaleur, de divertissement. Mais nous savons de moins en moins pourquoi tout ça vaut la peine d'être obtenu. Et dans ce vide de sens, la solitude s'engouffre. Elle prend la place que le sens laisse libre. Alors voilà la question que Christophe André invite à se poser, non pas une fois, mais régulièrement, avec la même régularité qu'on prendrait son pouls. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Non pas ce qui devrait compter selon ma famille, selon ma culture, selon les injonctions de cette époque frénétique. Mais ce qui compte là, dans ma vie telle qu'elle est, avec les ressources que j'ai, dans le corps que j'habite. Et c'est-à-dire, à quoi est-ce que je veux dédier une partie de mon énergie, même petite, même imparfaite? Cela peut être quelque chose d'immense, un projet de vie, une vocation. Mais cela peut aussi être quelque chose de minuscule. Prendre soin d'une plante avec une attention sincère. Écrire une lettre à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Apprendre quelque chose par curiosité pure, sans que ça serve à quoi que ce soit d'utile. Marcher dans un parc en remarquant vraiment ce qui s'y passe, les couleurs, les textures, le bruit du vent dans les feuilles. Cette façon que le monde vivant a de continuer à exister avec une indifférence magnifique nos problèmes. Ces petites choses ne ressemblent pas à des solutions. Et pourtant elles en sont. Pas parce qu'elles changent les circonstances extérieures, mais parce qu'elles changent la qualité de présence que l'on apporte à ces circonstances. Et cette qualité de présence, c'est la seule chose sur laquelle on ait vraiment du contrôle. La dernière chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, dans un monde qui valorise la force, l'autonomie et l'autosuffisance avec une ferveur légèrement religieuse, c'est apprendre à demander de l'aide, non pas dans le grand sens dramatique du terme, non pas attendre d'être au fond pour crier au secours, mais dans le sens quotidien, ordinaire, humble, dire à quelqu'un que l'on fait confiance que les choses sont difficiles en ce moment. Juste dire ça, pas chercher de solution, pas attendre de réponse parfaite. Juste permettre à quelqu'un d'autre d'être là avec soi un moment, parce que la résilience n'est pas une compétence solitaire. Toute la recherche le confirme. Les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui gèrent tout seules. Ce sont celles qui savent, au bon moment, tendre la main vers quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas quelqu'un à qui tendre la main en ce moment, eh bien, voilà quelque chose d'important à noter. Trouver cet espace, même petit, même imparfait, est lui-même une forme d'action. Rejoindre une communauté, même virtuelle, qui parle de ces choses avec honnêteté et profondeur. Consulter un professionnel, non pas parce que tu es fou, non, 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 mais parce que prendre soin de sa santé mentale avec le même sérieux que l'on prend soin de sa santé physique est une forme de sagesse que notre civilisation commence à peine à reconnaître. Et peut-être, si cette conversation a trouvé quelque chose en toi aujourd'hui, peut-être que la communauté qui se construit ici peut être un de ces espaces. Un endroit où l'on parle de tout ça sans honte, avec la conviction que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le point de départ de toute vraie force. Alors voilà ce que cela veut dire, se battre seul. Ce n'est pas la bataille du guerrier solitaire qui repousse le monde. C'est la bataille intérieure
quotidienne, silencieuse, de celui qui choisit de ne pas se laisser convaincre par les mensonges les plus confortables, que ça ne changera jamais, que personne ne comprend, qu'il est trop tard, que la solitude est une fatalité et non pas une invitation. Une invitation à se rencontrer soi-même, une invitation à construire de l'intérieur la maison dans laquelle on pourra ensuite accueillir les autres. Et c'est ici que la boucle se referme, mais pas comme une prison, comme un cercle, comme un retour à soi qui n'est pas une fuite mais une arrivée. Parce que la raison pour laquelle cette pierre est là, cette pression 3 doigts sous le sternum dont on a parlé dès le premier mot, la vraie raison, celle que l'on a promis de révéler, c'est ceci. Tu ne l'as encore apprise, mais tu peux apprendre à être ton propre compagnon le plus fidèle. Tu peux apprendre à te traiter avec la même consistance, la même douceur, la même loyauté que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Et ce jour-là, pas nécessairement demain, pas dans une transformation spectaculaire, mais progressivement, avec la même patience que l'on a pour quelqu'un qui apprenne à marcher après une blessure, ce jour-là, la pierre ne disparaît pas nécessairement, mais elle change de signification. Elle n'est plus le poids de ce qui manque, elle devient le rappel de ce qui est possible. Thomas, l'ingénieur au regard fixe, est revenu plusieurs mois plus tard. Il n'était pas guéri. Les mots de guérison sont toujours un peu prétentieux dans ce domaine, mais il était différent. Il y avait quelque chose dans la façon dont il occupait sa chaise qui avait changé. Quelque chose de moins contracté, derrière les épaules, moins replié autour de lui-même, comme pour se protéger d'une attaque invisible. Il avait dit avec un sourire qui n'était pas encore aissé, mais qui était là. Je crois que j'apprends à me faire confiance. Pas encore à moi seul, mais je commence à croire que ça va venir. Et c'était assez. C'était même beaucoup. Parce qu'un être humain qui commence à se faire confiance, vraiment, dans le sens profond et non narcissique du terme. Cet être humain-là cesse d'être une absence douloureuse pour ceux qui l'entourent. Il commence à redevenir une présence, imparfaite, traversée de doutes, encore fragile dans ses élans. Mais là, vraiment là, c'est ça la résilience que l'on cherche tous. Pas l'invulnérabilité, la présence, la capacité à rester en contact avec la vie, avec les autres, avec soi-même, même quand les raisons de se retirer sont nombreuses et convaincantes. Et si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'ici, alors quelque chose en toi cherche exactement ça. Et cette chose qui cherche, cette partie de toi qui n'a pas renoncé, qui t'a conduit ici aujourd'hui, elle mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est. Une forme de courage, discrète, sans drapeau, sans fanfare. Mais réelle, ne la laisse pas s'éteindre. Nourrisse-la de petites actions quotidiennes, de douceur envers toi-même, de curiosité à ta propre égard, d'une présence, même courte, même imparfaite, à ce qui se passait en toi et autour de toi. Et si cette conversation a été utile, si elle a mis des mots sur quelque chose qui était là, sans nom, alors reviens. Abonne-toi, non pas pour remplir une liste, mais pour avoir régulièrement accès à ces espaces où l'on parle de la vraie vie, de la vraie solitude, de la vraie résilience, sans filtre et sans faux espoir. Et laisse un commentaire, dis-nous ce qui a résonné en toi, parce que ta voix, même si tu la crois petite, a la capacité de toucher quelqu'un d'autre qui, en ce moment précis, se bat seul dans le silence et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas le seul. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le secret que la solitude essaie maladroitement de nous enseigner. Nous avons tous besoin des autres pour apprendre à n'avoir pas peur de nous-mêmes. Et nous avons besoin de nous-mêmes pour pouvoir vraiment être là pour les autres. Et dans cet espace entre les deux, entre soi et l'autre, dans cet espace fragile et vivant, c'est là que se construit tout ce qui vaut vraiment la peine d'être construit.